Les podcasts Switch ES, des parcours inspirants d'entrepreneurs et entreprises qui ont fait le switch de l'économie traditionnelle à l'économie sociale. Après avoir acquis une expérience variée dans le monde des PME et chez AXA, Delphine Lefebvre s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale en cofondant la coopérative Urbike. Partie d'une page blanche, elle et ses associés ont fait évoluer Urbike qui est passé de 3 à 45 employés. La coopérative propose des services de livraison par vélo cargo à Bruxelles, Gand et Louvain. Bonjour Delphine. Bonjour Emna. Bienvenue dans ce podcast Switch ES. Merci à toi. C'est avec grand plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui pour discuter un petit peu de ton switch, de l'économie traditionnelle à l'économie de l'économie sociale, l'économie moins classique entre guillemets. Alors première question que j'aimerais te poser, c'est quel a été ton parcours avant d'en arriver à devenir cofondatrice de Urbike? Je l'ai dit ici un petit peu dans l'introduction, il y avait notamment AXA, mais pas que. Donc voilà, quel a été un petit peu ton parcours depuis les études jusqu'à aujourd'hui, avant Urbike? C'est une excellente question parce que je n'ai pas un parcours classique. Donc de formation, je suis germaniste, donc j'ai étudié la philologie germanique, et puis j'ai voulu compléter par une licence en sciences de gestion. Et sortant de là, je cherchais un premier emploi, mais sans bien savoir ce que je cherchais comme emploi. Et j'ai eu la chance d'être invitée sur le plateau d'une émission organisée par le Tremplin pour l'emploi et la Libre Belgique, et d'y participer. Et au sortir de l'émission, j'ai eu une opportunité de stage au sein d'une entreprise de services informatiques, une PME. Et j'ai signé pour un mois de stage comme première expérience. Et ce stage s'est transformé en contrat de travail. Et je suis restée là pendant 2 ans à peu près, avec des missions très variées. Et en fait, c'est ce qui me caractérise. Je suis une généraliste. J'aime passer de tâche en tâche, relever des défis dans des domaines auxquels je n'ai encore jamais touché. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui m'amuse. Et donc, que ce soit le marketing, les ressources humaines, la communication, les formations, j'ai pu toucher à un ensemble de tâches au sein de cette petite structure-là d'informatique, mais également au sein d'autres structures, puisque d'année en année, la première structure s'est fait racheter une première fois, puis une seconde fois. Et au final, je me suis retrouvée dans une société de consultance à Louvain-la-Neuve, qui employait 80 consultants en informatique. Et assez vite, ça m'avait d'ailleurs fait sourire à l'époque, parce que j'avais 20 et quelques années. Et le CEO m'avait dit « Ah Delphine, tu es en fait ma junior CEO ». Alors je trouvais ça un peu risible à cet âge-là, mais je crois qu'il avait bien compris que toucher à tout et pouvoir intervenir sur toute espèce de dossier au sein d'une PME, c'était vraiment quelque chose qui me convenait et dans lequel je pouvais être précieuse. Jusqu'au jour où les finances de la société ont voulu que je sois moi aussi facturable et envoyée en mission dans un contexte dans lequel je n'avais jamais imaginé travailler, c'est-à-dire le contexte d'une grande entreprise, de surcroît dans le monde bancaire et assurance, et donc effectivement dans le groupe AXA. C'est une expérience qui a été vraiment enrichissante parce que là j'ai eu des missions à la fois comme assistance à chef de projet, reporting de projet, mission dans la qualité également, et puis comme business analyst. Néanmoins, au bout de 10 ans, malgré tout le confort comme procurait ce boulot-là, confort financier, confort organisationnel. C'est l'époque où j'ai eu 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Donc c'était franchement précieux pour moi de pouvoir bénéficier de la souplesse aussi d'une grande entreprise et de la structure et de voir ce que c'est que le monde d'une entreprise beaucoup plus structurée, organisée que ne peuvent l'être des startups ou des petites entreprises. Donc à ce moment-là, tu as 4 enfants. À ce moment-là, j'ai 4 enfants. Tu travailles chez AXA, c'est confortable. Tout à fait. Mais tu switches. Et je switch parce que c'est confortable, mais j'ai le sentiment de m'assécher. Je ne me sens pas nourrie, je ne vois pas de sens à ce que je fais. Je le fais, mais sans passion. Et j'ai été vraiment aidée par AXA en ce sens qu'ils ont lancé une restructuration importante et un déménagement. Et en fait, ni l'un ni l'autre ne me tentait. Et je me suis vraiment dit, Delphine, tu dois saisir cette occasion. Ne te laisse pas embobiner à continuer là-bas, sinon tu ne changeras plus. Change maintenant. Et il se fait qu'une collègue directe à moi m'a invitée à rencontrer son compagnon en me disant « Écoute, Renaud Sarrazin, mon compagnon, vient de rencontrer Philippe Levens, qui est un entrepreneur né, et ils sont
plein de compétences tous les deux, mais ils ont vraiment besoin de quelqu'un qui va les aider à se structurer, disons. Dans un premier temps, c'était ça. Philippe et Renaud, qui sont aujourd'hui tes deux cofondateurs. Philippe et Renaud, qui sont aujourd'hui les deux cofondateurs d'Urbike, avec moi comme troisième. On s'est rencontrés. Moi, je suis allée à l'entretien, mais alors là, vraiment les deux mains dans les poches, en me disant, je vais aller me dérouiller. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un entretien d'embauche. Et c'est authentique. Je suis ressortie 2 heures après. On avait eu un coup de foudre tous les trois. Et on en était à discuter des modalités du démarrage de ma collaboration. Coup de foudre professionnel. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais regretté. Je pense que c'est à une exception près, qui est celle de... Sinon, je pense que mon conjoint ne serait pas content, mais c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et donc, voilà, Urbike n'est pas né tout de suite. J'ai rejoint pour un projet au sein d'une ASBL qui s'appelait Citylab, avec Philippe et Renaud. On était actifs en Wallonie sur des projets plutôt liés aux Smart Cities, dont on parlait beaucoup donc, vers 2017. Et au bout de quelques mois, on a souhaité lancer quelque chose de plus spécifique en Wallonie. On a créé une ASBL qui s'appelait Urban Lab et on a rencontré un entrepreneur français qui lançait un concept vraiment très ingénieux de remorques et de conteneurs pour vélo cargo. Et de là, elle est l'idée de tester le modèle de la livraison de marchandises à vélo en utilisant la conteneurisation à Bruxelles. Et on a rentré un dossier auprès d'Innoviris, donc en région bruxelloise, dans l'espoir de décrocher un subside pour tester ça. Par chance, notre projet a été sélectionné et on s'est rendu compte dans la foulée qu'on ne pouvait pas être en SBL, mais qu'il fallait être en société. Du coup, à ce moment-là, s'est posé la question de la forme de société. Ouais, ok. Donc et là, vous avez opté pour la coopérative et on va y revenir dans un instant, justement, les spécificités de ce format-là d'entreprise. Alors, juste une question d'abord pour revenir un petit peu sur la complémentarité de vos 3 profils. Donc, vous vous rencontrez, ça se fait tout à fait naturellement et de manière très authentique. Quels étaient les profils de Renaud et Philippe d'une part et quel était le tien et en quoi est-ce qu'il y avait une vraie et forte complémentarité entre les 3 ? Alors, je vais commencer par eux. Donc, Philippe est vraiment... il incarne vraiment l'entrepreneur qui a la vision et qui est très à l'aise avec tous les aspects financiers. Donc ça, c'est vraiment sa spécificité. Renaud, lui, est ingénieur de formation, a fait un doctorat au Centre de recherche routière et a vraiment une combinaison magique à la fois de force en tant qu'expert, mais également en termes de communication. Et moi, je venais avec vraiment ces forces d'organisation, de chef de projet, avec aussi une sensibilité féminine, je crois, à certains moments, qui était précieuse, et un grand attrait pour tout ce qui touche aux ressources humaines et aux côtés légaux, gouvernance. Et donc, voilà, nos 3 personnalités ensemble ont permis de creuser. Et partie de là, comment est-ce que vous vous êtes répartis les tâches et les responsabilités au début, et puis ça a certainement évolué, mais comment est-ce que vous vous êtes dit, ok, on sait qui est fort dans quoi, néanmoins, il y a quand même une répartition des tâches à faire, il y a peut-être des choses qui doivent être faites à 2, à 3, comment est-ce que vous vous êtes répartis ça ? Alors c'est quelque chose qui m'avait fort... que j'ai adoré, en fait, dans la toute première discussion que j'ai eue avec eux, c'est qu'on a très vite fait le constat qu'on était extrêmement complémentaires. Et on s'est dit, mais ayons cette transparence toujours d'oser exprimer ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire. Et assez naturellement, vraisemblablement, que chacun va avoir un panel de tâches qui lui plaît. Et puis, s'il en reste au milieu qu'il faut se répartir, eh bien, on prendra chacun une partie des tâches que personne n'a envie de faire. Et je trouvais ça très, très chouette comme message. C'est d'ailleurs un message que je passe régulièrement aussi quand on embauche des collaborateurs chez Urbike. Ouais, donc ayons de la transparence, de se dire ce qu'on aime faire, peut-être ce qu'on aime moins aussi, mais important d'être clair et transparent et authentique dès le début. Et ça a bien fonctionné pour vous, en tout cas. Oui. Et puis, ce qu'on aime faire, c'est là qu'on est le meilleur habituellement. Oui, absolument, absolument. Donc pendant approximativement 6-7 ans, tu me disais, tu as œuvré principalement au niveau opérationnel et maintenant tu es peut-être plus sur quelque chose de l'ordre du stratégique. Qu'est-ce qu'il y avait il y a eu beaucoup de choses à mettre en place depuis le début. Vous êtes passé de 3 à 45 employés aujourd'hui. Dans les premières années, dans ce côté très opérationnel, qu'est-ce que tu as mis en place ? Alors, effectivement, il y a eu beaucoup d'étapes différentes puisqu'on était 3, au départ 3 avec un statut d'indépendant. Et puis, il a fallu construire aussi bien au niveau des opérations, c'était un petit peu moins mon rayon, mais au niveau de tous les aspects administratifs, légaux,
gouvernance, ressources humaines, tout ce qu'on a en place aujourd'hui. C'est-à-dire que, on s'est dit on crée une coopérative, très bien, mais créer une coopérative, ça veut dire des statuts, ça veut dire réfléchir au mode de gouvernance, ça veut dire se dire, tiens, mais comment est-ce qu'on va pouvoir se rendre crédible? On veut faire des appels à l'épargne, recourir à l'épargne citoyenne. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'avoir certains agréments, certains labels, certaines reconnaissances, des dossiers de subsides aussi qui nous paraissaient judicieux à essayer de décrocher pour pouvoir à la fois se financer, à la fois se faire connaître et reconnaître. Au niveau ressources humaines, c'était un processus continu puisqu'on a commencé à 3, on a eu un premier employé et puis on s'est dit tiens mais on va aussi embaucher sous statut ouvrier nos coursiers, puis on travaille avec des coursiers également qui passent par Smart, et puis ce sont des contrats un peu particuliers parce que c'est du travail à temps partiel et donc on a au fil de l'eau découvert et mis en place un ensemble de démarches. Exactement la même chose pour la gouvernance, où se mettre d'accord à 3, c'est facile. Plus on devient nombreux, plus on a envie d'aller vers une vraie coopérative d'économie sociale et de démocratie, de gouvernance participative, d'ateliers d'intelligence collective. Tout ça nous a demandé aussi de nous former, de nous renseigner, de tester en interne et de grandir de manière un peu empirique aussi. Oui, tout à fait. Et ici, tu as déjà mentionné plusieurs choses qui sont assez caractéristiques justement du modèle de la coopérative et plus largement par rapport au secteur de l'économie sociale en général. Pourquoi, ici c'est vraiment une question importante et intéressante, pourquoi avoir opté pour le modèle de la coopérative plutôt qu'une ASBL ou une SRL, Société à responsabilité limitée, ou autre? Alors, ça nous est apparu comme une évidence au moment où on a dû faire ce choix pour obtenir notre premier subside de créer une entreprise. Donc on ne pouvait pas être en ASBL, on s'est dit qu'est-ce qu'on crée? Et là, dans la mesure où notre volonté à tous les trois n'était absolument pas de s'enrichir, mais vraiment de contribuer à la mission d'Urbaï, qui est d'améliorer la qualité de vie en ville. Et l'axe qu'on a choisi, c'est la mobilité des marchandises, en se disant qu'on pouvait alors avoir un impact au niveau environnemental, social, sociétal. Et ça nous plaisait de se dire, on crée aussi des emplois de qualité. Donc cette idée de se dire, on crée une coopérative dans laquelle les travailleurs sont au centre et qui permet d'atteindre un but beaucoup plus méta, que simplement l'enrichissement des actionnaires ou des propriétaires nous est apparu comme une évidence. Sans compter qu'on était convaincus, et on le vit vraiment au quotidien depuis, que plus les travailleurs, plus ils se sentent impliqués, responsabilisés dans le quotidien de l'entreprise, plus l'entreprise est gagnante aussi. Et donc on sent qu'il y a vraiment une dynamique extrêmement positive. Beaucoup de nos collaborateurs sont eux-mêmes coopérateurs, se sentent copropriétaires de la structure, se sentent responsables de la réussite du projet, et il y a une dynamique extrêmement positive qu'on a encore vécue lundi, dans la mesure où peut-être que vous avez entendu parler du fait que Urbike a été victime d'un double cambriolage ce week-end, que 10 vélos cargo ont disparu, et que donc la gestion des opérations lundi était mise à mal. Eh bien, de manière remarquable, la plupart des coursiers qui ont à titre personnel un vélo cargo ont débarqué lundi matin pour mettre leur matériel à disposition et permettre que les livraisons se passent de manière fluide. Cette entraide au sein de l'équipe, cette bienveillance au sein de l'équipe est vraiment caractéristique d'Urbike, elle est dans l'ADN, et c'est vraiment quelque chose dont on est vraiment fier et satisfait, et qu'on vise vraiment à faire perdurer, parce que ce sont pour nous des valeurs primordiales pour la réussite d'un tel projet. Ouais, c'est super. Et comment est-ce qu'on arrive à mettre en place justement cette culture? C'est quand même une culture d'entreprise aussi. Comment est-ce qu'on arrive à mettre en place cette autonomie et cette gestion participative des équipes? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire, à dire, à mettre en place, qui ne se font pas peut-être dans l'économie classique? Par rapport à ce qui ne se fait pas dans l'économie classique, je n'ai pas peut-être pas une vue suffisante de ce qui se fait. Je suis convaincue que dans bon nombre d'entreprises d'économie classique, il y a des initiatives fantastiques qui sont prises dans ce sens-là. Par contre, je peux parler de ce qui se fait chez Urbike. Et là, c'est vrai que dès le départ, on a essayé d'impliquer un maximum de ressources dans les prises de décision. On a fait énormément
d'ateliers d'intelligence collective, de réflexion. On se rend compte qu'à certains moments, on doit travailler le sentiment de légitimité de nos ressources, qui parfois sont moins habitués, se sentent peut-être moins formés, mais on repose fort sur le bon sens, la créativité de nos ressources, sans compter que Urbike compte aujourd'hui 7 employés et 13 coursiers sous statut salarié, et également des coursiers smart. On ne fait pas de différence dans le quotidien sur de traitement par rapport aux différents statuts. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est que la plupart de nos coursiers, ce sont des personnes qui ont une formation supérieure, qui ont des tas de compétences dans leurs autres expériences professionnelles qu'ils mènent en parallèle ou qu'ils ont menées antérieurement. Et donc, on a une richesse au sein de l'équipe qu'on serait bien bête de ne pas exploiter. Et donc, en mettant tous ces talents autour d'une table, eh bien, généralement, il ressort beaucoup de bonnes idées. Et progressivement, on a vraiment vu l'équipe se structurer avec des responsabilités qui sont endossées par tout type de profil chez nous, et c'est vraiment ce qu'on prône. On a d'ailleurs, dès le départ, exprimé, Renaud, Philippe et moi, cette envie de pouvoir nous rendre dispensables et que la société perdure, même si on n'était plus dans l'opérationnel tous les trois. Ouais, magnifique. Donc on a ici plusieurs dizaines de personnes employées sous statut salarié, ouvrier, via la Smart notamment. Le nombre de coopérateurs, ceci dit, est différent et bien plus élevé. Est-ce que tu peux nous en dire plus, et quelle est la différence entre les coopérateurs et les employés ? Oui. Aujourd'hui, la coopérative bruxelloise compte de l'ordre de 650 coopérateurs. Nos coopérateurs, ce sont principalement des citoyens, des monsieur et madame tout le monde, qui ont eu la bonne idée de répondre positivement à notre appel d'investir une partie de leur épargne dans un projet d'amélioration de leur ville, de la ville, avec l'axe que vous connaissez entre-temps de livraison de marchandises à vélo. À côté de cette majorité de citoyens, on a aussi quelques partenaires, clients, fournisseurs, et aujourd'hui, une vingtaine de collaborateurs qui sont coopérateurs d'Urbike et qui donc, en assemblée générale, ont une voix. Étant donné qu'on est dans l'économie sociale, une personne égale une voix, et donc nous sommes tous sur pied d'égalité, mais chacun a le droit de vote, et c'est un aspect qu'on aime vraiment bien aussi dans la logique de la coopérative d'économie sociale. Est-ce que ça signifie que lors des assemblées générales, et à quelle fréquence d'ailleurs ces assemblées ont-elles lieu, est-ce que ça signifie qu'il y aurait ces 650 personnes présentes, chacun une voix, qui votent chaque décision ? Les 650 personnes sont bien évidemment invitées à toutes nos assemblées générales. Les assemblées générales annuelles ont lieu une fois par an. Il nous est arrivé de faire une assemblée générale extraordinaire. Et puis, occasionnellement, on organise des événements d'autres types à l'attention de nos coopérateurs. Alors, on n'a jamais eu les 650 coopérateurs présents en assemblée générale, bien entendu. Néanmoins, on a quand même... je crois que lors de la dernière assemblée générale au mois de juin, il devait y avoir une petite centaine, 80 personnes présentes, et on sent là-dedans beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation. C'est assez porteur de sentir qu'on est soutenu par cet ensemble de coopérateurs, et également on se sent responsable d'utiliser les moyens financiers qu'ils ont mis à notre disposition, et donc par rapport à ça, on prend leur investissement comme un cadeau, mais qu'on doit utiliser vraiment de la manière la plus judicieuse possible, et là on se sent vraiment très responsable. Comment ça se passe justement par rapport à la répartition des bénéfices, puisqu'ici on parle de coopérateurs qui ont, comme tu le disais, voulu et choisi d'investir une partie de leur épargne dans le projet. Ici on n'est pas sur une entreprise classique avec des actionnaires, etc. On a des coopérateurs, donc comment se passe la répartition des bénéfices ? Donc la société prévoit, étant donné qu'on est dans l'économie sociale, que les dividendes sont plafonnés à 6%. Donc le jour où on distribue des bénéfices, eh bien, on plafonnera de cette manière-là. Néanmoins, l'idée, et elle n'est pas encore fixée dans nos statuts, mais ce serait de réviser les statuts pour pouvoir permettre une répartition prioritaire d'une partie du dividende pour les coopérateurs travailleurs, sachant que la coopérative Urbike
n'est pas stricto sensu une coopérative de travailleurs, puisque, je viens de le dire, l'essentiel des coopérateurs sont plutôt des sympathisants, mais néanmoins, dans l'approche et le fonctionnement, l'idée est vraiment de centrer la coopérative sur nos travailleurs. Ok. Urbike, ça a commencé avec la livraison par vélo cargo à Bruxelles, mais aujourd'hui c'est bien plus. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Aujourd'hui c'est bien plus, effectivement. Mais en réalité, le modèle actuel, qui repose sur 4 piliers d'activité, avait déjà été pensé comme ça dès le départ et on a été actif sur ces 4 piliers à peu près dès le départ. Lesquels sont-ils? Le plus visible, c'est évidemment la livraison de marchandises à vélo. C'est également l'activité qui occupe le plus de ressources. On a une autre activité qui est assez importante, c'est la consultance. Donc on a un pool de 4 ressources chez nous qui mènent des projets, soit pour des villes, des communes, soit via des subsides européens ou régionaux, qui visent à aider les communes ou d'autres entités à repenser la logistique au sein des centres urbains, donc, et la cyclo-logistique. Le 3e pilier d'activité, ce sont les formations. Les formations à l'utilisation du vélo cargo, et ce, aussi bien pour des entrepreneurs, des indépendants, que pour des grandes sociétés. On a eu plusieurs grands comptes qui ont souhaité, par exemple, passer l'ensemble de leurs techniciens ou un ensemble de leurs techniciens sur le vélo cargo pour éviter les déplacements en camionnette dans des centres urbains encombrés, lorsque le matériel à transporter le permettait. Et notre 4e axe d'activité est lié à la revente du matériel que nous utilisons pour effectuer des livraisons, principalement les remorques et les conteneurs de fleximodal. Ok, donc 4 pans d'activité, pensés comme ça dès le début, implémentés bien existants aujourd'hui. À Bruxelles pour commencer, mais vous avez d'autres antennes aussi ? On est effectivement historiquement actif à Bruxelles et aujourd'hui encore majoritairement actif à Bruxelles. Néanmoins, au départ de Bruxelles, on a également une activité qui est pilotée à Gand. Gand qui est la ville du vélo et qui nous permet d'avoir un volume d'activité supérieur et une première présence en Flandre. Et puis, depuis 2023, on a également créé une 2e coopérative qui, elle, œuvre sous le nom commercial d'Urbike Leuven et qui, elle, est donc active à Louvain. Ok, super. C'est intéressant parce que, en général, dans l'économie sociale, on a quand même cette attache au local, à une activité locale. Dans le cas d'Urbike, ça a commencé à Bruxelles, mais ici, on voit qu'il y a quand même cette expansion géographique. Comment est-ce que tu vois les choses, toi, par rapport à Urbike, en comparaison avec peut-être d'autres acteurs plus typiques dans l'économie sociale qui, eux, choisissent de rester peut-être un peu plus locaux? Quelle est la stratégie qui est pensée derrière, l'intention derrière? Alors, dès le départ, l'ambition d'Urbike, c'était d'avoir un maximum d'impact. C'est comme ça que d'ailleurs, on n'a jamais voulu vraiment choisir nos clients. On a des sociétés concurrentes qui avaient plus comme vision de dire, nous, on veut livrer du local, du bio, et c'est tout à fait respectable. Nous avions une vision différente parce qu'on voulait avoir un impact le plus large possible sur l'amélioration de la vie en ville, les aspects écologiques, la création d'emplois de qualité dont les coursiers sont fiers, etc. Raison pour laquelle donc on a choisi d'étendre. Et c'est comme ça qu'ici, on se dit aussi qu'on a vraiment une stratégie en termes d'essaimage qui est intéressante à réfléchir parce que on est confronté à la réalité du monde de la logistique. C'est-à-dire que les marges dans la logistique sont historiquement très faibles, sont faibles. On est d'ailleurs tous, je pense, influencés par des sociétés de commande en ligne qui sont très, très visibles et très présentes et qui nous ont habitués au fait qu'en fait les livraisons étaient gratuites. Et donc ça fait mal de payer pour la logistique, ce qui fait qu'il nous est difficile pour nous de demander des tarifs de livraison élevés. C'est un challenge parmi d'autres en fait. C'est un challenge parmi d'autres, c'est sûr. Justement, par rapport à ça, quels sont les challenges que toi et les cofondateurs, à quels challenges est-ce que vous avez fait face? Quels défis? Est-ce que ce sont des défis, selon toi, spécifiques du fait qu'on est dans le secteur de l'économie sociale ou pas spécialement? Ce sont des challenges similaires à toute entreprise. Donc, quels sont les challenges et les défis que vous avez rencontrés, les principaux? Un challenge important, c'est sûrement de faire comprendre à l'ensemble de la société qu'être actif dans l'économie sociale, c'est quand même rester un acteur économique, un vrai acteur économique. On n'est pas juste des idéalistes, des bobos, on a une vraie activité
qualitative. On cherche à créer des emplois respectueux, mais on reste dans les lignes de ce qui est prévu légalement aussi. Donc, on essaye vraiment de faire les choses proprement et dans un but plus long terme, plus durable, plus social, plus démocratique que d'autres acteurs. Oui, absolument. C'est important de faire comprendre que ça reste de l'économie et ça reste une activité économique, de fait. Inversement, quelle est, si tu devais dire vraiment ta plus grande fierté, ta plus grande satisfaction par rapport au projet, laquelle serait-elle ? Ma plus grande satisfaction, c'est de voir que ce projet qui paraissait un peu fou au départ est en train de croître, est parvenu à convaincre 650 coopérateurs, à attirer des profils vraiment qualitatifs dans l'équipe. Tous les jours, on reçoit des candidatures spontanées et je peux vous dire que les profils des gens qui postulent chez nous sont vraiment des profils très, très valables. Et c'est magnifique, je trouve, de voir qu'un projet parti de rien se déploie comme ça. Alors, c'est au prix des efforts intenses de toute une équipe qui se donne vraiment avec beaucoup de cœur et d'énergie dans le projet. Mais je pense que c'est vraiment là. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs magnifiques de coursiers qui ont signé un premier CDI chez nous et qui étaient émus aux larmes après 5, 10, 15 ans de petits boulots, d'avoir pu signer enfin un contrat à durée indéterminée dans une boîte dans laquelle ils se sentent bien, parce que l'esprit y est bienveillant, parce qu'ils sont valorisés, parce qu'ils sont responsabilisés. Je suis vraiment très, très heureuse de constater ça. Oui, et félicitations à vous pour avoir créé ça. À refaire, est-ce que tu ferais quelque chose différemment ? Je le referais sûrement, ça, sans hésiter. Je pense qu'on apprend toujours de ses erreurs et de ses... Voilà, il y a des moments où on a avancé un peu à tâtons. Et là, c'est sûr qu'on s'épargnerait des erreurs de jeunesse. Mais dans l'ensemble, je pense que, en tout cas, en termes de soutien, que ce soit le CA, les recrutements qu'on a pu faire dans l'équipe, etc., je pense que je referais vraiment la même chose parce que je pense que c'est l'ensemble des belles personnes qui constituent le projet qui a permis d'arriver là où on est aujourd'hui. Ouais, super. Alors Urbike, la suite, c'est quoi les enjeux et les ambitions de demain ? Alors, il y a les enjeux pour Urbike, il y a les enjeux pour la cyclo-logistique en général. Il y a encore bien du défi, il y a encore beaucoup de choses à faire pour changer le regard aussi de la société sur le potentiel de la cyclo-logistique. Il y a énormément de volumes qui pourraient être passés sur le vélo, qui ne le sont pas encore. Et voilà, d'année en année, les volumes grandissent, c'est prometteur. Néanmoins, je parlais tout à l'heure de l'aspect financier. C'est sûr que ça reste un défi de tous les jours, d'être à l'équilibre financier. Là, c'est un réel challenge. Et pour nous, la volonté est d'essayer d'atteindre la taille suffisante que pour pouvoir couvrir nos frais généraux avec l'ensemble des activités de livraison qui sont menées à Bruxelles et ailleurs. Et donc, c'est ce à quoi on travaille tous les jours. Ouais, ok. Donc, continuer le développement de l'activité de Urbike au niveau bruxellois, continuer à sensibiliser, à étendre, à expanser le secteur de la cyclo-logistique à Bruxelles, mais pas que. Et continuer à sensibiliser aussi au secteur de l'économie sociale, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, reste quand même une activité économique tout à fait normale, mais en mieux, si on peut dire, à travers certaines valeurs, certaines manières d'opérer, etc. Alors, dernière question pour toi ici, Delphine, et pour les personnes qui nous écoutent. S'il y avait un message principal ou un conseil peut-être à donner à ceux qui pensent ou qui souhaiteraient se lancer dans le secteur de l'économie sociale, lequel serait-il ? Foncez. N'hésitez pas, faites le switch, parce que j'ai récemment été tellement déçue d'entendre une personne récemment pensionnée me dire « j'aurais dû ». Je me dis, il y a tellement de belles choses à faire, on est dans un monde en pleine mutation, et j'ai l'impression, en tout cas j'ai la conviction à titre personnel, qu'en s'investissant dans un projet d'économie sociale, peu importe le secteur, mais qu'il y a vraiment moyen d'apporter sa petite pierre à l'édifice d'un monde plus durable, plus humain, qui est en tout cas celui dont je rêve. Et un petit conseil plus spécifique peut-être pour les gens qui sont déjà convaincus, qui ont envie, qui s'apprêtent à faire le switch ?
entourez-vous bien. Entourez-vous d'experts aux compétences complémentaires, bienveillants mais critiques, et persévérer. À certains moments, il faut continuer à y croire et d'être soutenu par un entourage qui y croit aussi. Ça, c'est vraiment précieux. Ouais, super. Merci beaucoup Delphine. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec ces podcasts ici pour partager des expériences de personnes qui ont fait le switch, qui ont switché de l'économie classique à l'économie sociale avec une vraie expérience, avec un vrai projet qui existe, qui est là, qui grandit, qui continue de se développer. Et c'est à travers ça aussi qu'on commence à s'entourer, qu'on commence à s'inspirer de choses qui vont nous permettre, nous aussi, si on le veut, et qu'on a envie de faire ce switch, de le faire de manière correcte, efficace, rapide, chouette, excitante, stimulante. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc merci beaucoup Delphine Lefebvre d'avoir accepté cette interview de podcast aujourd'hui. Je rappelle Delphine qui est cofondatrice de Urbike. Merci à vous aussi, chère audience et chers participants qui nous écoutent ici. On espère que cette conversation vous aura été utile et agréable. Et si vous aussi vous envisagez de donner un nouveau souffle à votre carrière ou que peut-être vous avez une idée d'entreprise sociale qui sommeille en vous, eh bien rendez-vous sur économiesociale.be/entrepreneuriat. Et je rappelle que Switch ES est un projet porté par les acteurs de l'économie sociale avec le soutien de la région Wallonne. Merci beaucoup et à bientôt.